Les questions peuvent paraître saugrenues, quoique, faut-il manger du jambon pour être français? Est-ce que manger du porc est une preuve d'intégration? Ces questions sont au cœur d'un ouvrage qui paraît aujourd'hui, Le complexe du cochon. Faut-il manger donc du jambon pour être français? Édition Hermann. C'est écrit par David Nadjari qui est notre invité. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Écrit à quatre mains avec également Misgav Ar-Peled. Alors peut-être, on sait qu'en France, il y a beaucoup de polémiques ces dernières années. S'agissant de l'identité, du communautarisme, de la religion, de la laïcité. Mais le porc, on a le sentiment que c'est un tabou. Est-ce votre sentiment ? C'est en tout cas une source de malaise pour énormément de Français. Si on se base sur un rapport de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, entre un Français sur 4 et un Français sur 3 considère que manger du porc, ou ne pas manger de porc plutôt, et ne pas boire d'alcool est un obstacle à la vie en société. Donc dans un certain secteur de la population française, effectivement, ça suscite le malaise, voire même la tension. Et voilà, on s'aperçoit que le porc, en fait, si on a un petit peu de recul sur les 15 dernières années, surgit de manière récurrente dans l'actualité. On se souvient de soupes identitaires, on se souvient d'apéros saucisson pinard, on se souvient d'épisodes de ce genre, en tout cas les attaques de mosquées à la viande de porc par exemple, ou plus récemment, mais dans un autre registre, le mot d'ordre féministe balance ton porc. Ouais. Revenons sur, vous avez cité le mot identitaire, donc ça veut dire que la consommation de cette viande de porc est devenue un marqueur ? Tout à fait. Notamment à l'extrême droite, depuis une quinzaine d'années, on sent que le porc devient de plus en plus un étendard politique. On peut même parler, à force d'un véritable fétichisme porcin. Au début, au sein de groupuscules identitaires très minoritaires, mais ça a progressivement migré vers le logiciel politique du Front National devenu Rassemblement National. Et ça a même débordé sur une partie de la droite parlementaire qui, elle aussi, joue ce jeu un peu malsain de considérer que pour être véritablement français, il faut manger du cochon. C'est en tout cas une preuve, non pas d'intégration, mais d'assimilation. David Nadjari, vous êtes historien, consultant en communication, je n'ai pas encore dit. Les groupes identitaires français qui ont mené les actions que vous avez citées vous rétorqueront, au fond, qu'avant ce n'était pas comme ça, mais que s'ils agissent ainsi, c'est parce qu'il y a aussi, disent-ils, comme une menace, comme un empiètement. Vous citez d'ailleurs dans votre livre l'exemple du Quick, qui est une entreprise privée. On pourrait citer les deux autres parce que la loi nous interdit de faire de la publicité, Burger King ou par exemple McDonald's. En tout cas, s'agissant de Quick, il y a eu un Quick, pas forcément halal, mais qui a décidé de vendre des sandwichs sans lardon. Les identitaires ont réagi, racontez-nous. Oui, alors ça se situe au début des années 2010, au pic de la fièvre porcine à l'extrême droite, si on peut parler de fièvre porcine. En tout cas, effectivement, les groupuscules se sont mis en action. On a une série de coups médiatiques retentissants à cette époque-là. En tout cas, pour ce qui est de l'affaire du Quick, on s'aperçoit qu'il y a l'obsession porcine et en fait le pendant alimentaire de la théorie qui est très populaire au sein de l'extrême droite, qui est la théorie du grand remplacement. Et dans l'imaginaire de ces groupuscules, la présence de plus en plus affirmée du halal serait une preuve d'un complot qui viserait à l'islamisation par l'estomac. Donc on s'aperçoit qu'en tout cas dans certaines franges ultra-radicales de l'extrême droite, on a perdu un petit peu la raison. Alors, c'est un livre aussi qui donne pas mal de références historiques. Tiens, il y a deux religions qui interdisent la consommation de la viande de porc, le judaïsme et l'islam. On pourrait même citer les adventistes du 7e jour, mais c'est encore un autre débat. S'agissant de ces deux religions, comment est-ce que dans le christianisme et en chrétienté, on a vu et vécu historiquement l'arrivée de l'interdit de la consommation ? Oui, alors c'est une grande partie de ces développements sont basés donc sur les travaux de mon co-auteur Misgav Ar-Peled, où on peut s'apercevoir qu'en fait la question du porc en tout cas est assez ancienne. Cette polémique qui considère que pour faire partie de la communauté, alors que ce soit nationale ou de la communauté tout court, il faut avoir les mêmes usages alimentaires. Ça remonte assez loin. Il y a une polémique ancienne du christianisme vis-à-vis du judaïsme qui s'est perpétuée tout au long du Moyen-Âge. Puis, on peut s'apercevoir que cette question-là, en fait, est un jalon qu'on peut voir réactiver
à toutes les étapes de l'entrée de la France dans la modernité. Donc au Moyen-Âge, déjà, c'était la manière d'exclure les Juifs de la communauté nationale. Quand on est passé, après la Révolution française, c'est devenu, le cochon était plus le symbole de l'universalisme. Venez à la grande table de la République, mangeons tous ensemble, nous sommes tous frères. Puis, au moment de la Troisième République, c'est devenu le marqueur de l'assimilation. On s'aperçoit, pour finir, qu'aujourd'hui, on a changé d'époque. Cette polémique du porc ne vise plus seulement les Juifs, parce qu'il y a une présence musulmane beaucoup plus importante. Ouais. Et donc, on a changé de focale, je dirais. Aujourd'hui, ce sont la communauté musulmane qui est au centre des débats. Et principalement, la question de fond qui est derrière, c'est le modèle d'intégration et sa crise. Alors, vous commencez le début du livre, parce qu'il y a beaucoup d'humour. On l'a vu d'ailleurs avec l'entrevue ici même. Vous commencez en introduisant « Rien ne va plus au pays des rillettes du Mans, de l'andouille de Vire et de la saucisse de Morteau ». Vous dites que dans toutes les provinces de France, si fiers de leur spécialité culinaire, pas une semaine sans que celui-ci ne provoque un malentendu, une escarmouche, une chamaillerie, dans les cantines notamment ? Oui, alors ce sont des conflits, on va dire, de faible intensité. Il n'y a pas de mort, heureusement pour l'instant. En tout cas, il y a même s'il y a quelques attaques de mosquées à la viande de porc, ça reste quand même de la violence symbolique, même si elle est à condamner très fermement. Effectivement, ce sont des conflits assez faibles dans leur envergure, mais qui ont un sens assez... qui renvoie en tout cas à une image qui est que pour le porc est un symbole très puissant. C'est un redoutable instrument sémantique qui renvoie à tout un imaginaire. Non seulement un imaginaire du corps, de l'alimentation, mais aussi un imaginaire de la sexualité. Du coup, ça réveille tout un tas de... Mais y compris d'ailleurs dans les cours d'école, et pas seulement dans les cantines, même dans les cours d'école. D'ailleurs, vous le rappelez, il est vrai, de jeunes Français de confession juive ou musulmane disent dans tel bonbon, il y a de la gélatine de porc, dans tel autre non. Là aussi, est-ce que pour vous, c'est un signe aussi d'une affirmation de la religion, d'une affirmation identitaire aussi de l'autre côté? Oui, mais absolument, c'est un signe d'affirmation, mais quand bien même, il y a quand même la liberté d'ingérer ce que l'on estime être bon pour soi. On est quand même à l'heure du véganisme, des options diététiques et des choix éthiques en alimentation. Pourquoi pas choisir un choix qui prend sa source dans la religion? Ça ne devrait pas te poser de problème. Finalement, ce qui nous intéresse dans ce livre, c'est beaucoup moins le bien fondé de cette polémique que son existence même. Pourquoi discute-t-on en France au XXIe siècle de cochons? Ça nous renvoie à des épisodes archaïques de notre histoire, et c'est ça qui nous intéressait. Et pour finir sur l'exemple des cantines que vous citiez un peu plus tôt, effectivement, les cantines, c'est... dans l'espace de la République, c'est assez symptomatique. C'est le seul endroit où, disons, tous les Français se sentent concernés par cette question. Parce qu'on pourrait dire, après tout, les Français, c'est un acte banal de manger du jambon puré, par exemple. Donc, dans les cantines, c'est un vrai choix politique qui doit être basé sur un certain nombre de principes. Et la France doit trancher entre deux modèles. Le modèle universaliste, qui prône la citoyenneté abstraite, ouverte à tous, et une république qui serait fusionnelle et qui insisterait pour que la convivialité se passe autour de la table, autour des mêmes aliments. Mais les tenants d'une certaine laïcité, vous le savez, disent avant on disait il n'y a pas de porc, on donne une autre viande, du bœuf ou autre chose. Maintenant ça suffit pas, il faut que la viande soit halal ou qu'elle soit cachère. C'est pas le discours dominant, mais on l'entend parfois aussi. Oui, donc, alors comment l'école publique peut se positionner par rapport à cela? Alors dans le livre, on propose en tout cas une piste pour sortir un petit peu de l'ornière. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les enfants musulmans ou juifs se retrouvent à des tables séparées de leurs concitoyens, tout simplement par application d'un principe généreux qui est le principe d'offrir un menu de substitution. Bizarrement, ça a un effet pervers. Cette mesure qui est emblématique de la politique d'intégration des années 80, qui aujourd'hui a du mal à être appliquée, elle devrait être amendée et remplacée par une option qui soit végétarienne pour ne pas stigmatiser ou singulariser les élèves qui ont des choix religieux tout à fait respectables.
Alors, vous en arrivez à une conclusion, au fond, très rapidement, très court. C'est qu'au fond, d'un côté, on pourrait les appeler des Français conservateurs, pour ne pas dire identitaires. De l'autre, des Français de confession juive ou musulmane ultra-orthodoxe. Les deux, en fait, on a le sentiment, craignent une société pluriculturelle. Oui, alors on prend des exemples issus des courants que vous avez cités. En fait, on s'aperçoit qu'ils sont un petit peu des alliés objectifs. Ouais. L'idée qu'on assimile la francité à l'ingestion de cochon, ça se retrouve à la fois dans l'extrême droite et à la fois chez les musulmans les plus intégristes, on va dire. Or, en fait, il faut sortir du symbolisme et retrouver enfin un discours un petit peu humaniste qui soit en phase avec l'époque. On change d'époque. Voilà. Un discours en phase avec son époque. Merci beaucoup, David Nadjari, d'avoir répondu à nos questions. Le contexte du cochon, édition Hermann.